Bonjour Alexandre, merci beaucoup d'être avec nous. Et si vous nous parliez un petit peu de Donc bonjour, donc Alexandre Picot, donc directeur commercial et général de Cultive. Donc aujourd'hui, Cultive, c'est une force commerciale qui appartient à un groupe de producteurs. Il y a une cinquantaine de producteurs sur tout le territoire français, sur différents légumes. Et donc, ils nous confient la distribution de leurs produits vers l'ensemble des maillons de la chaîne logistique, on va dire, en France. Donc c'est la grande distribution, ce sont les réseaux de grossistes, ce sont tous les types de restauration commerciale hors foyer notamment, les industriels, voilà, il y a un petit peu d'export sur certains produits, mais l'idée c'est vraiment de promouvoir et mettre en avant la qualité de leurs produits et de leur production française sur le territoire français. et comment est-ce que vous choisissez ces producteurs au sein du réseau? Jusque-là, c'est eux qui nous ont choisis. Non, je Mmh. rigole, on est organisé. Alors Cultive, ça appartient à 3 organisations de producteurs, donc qui mettent en commun leurs forces commerciales. Donc aujourd'hui, il faut déjà que les producteurs demain, s'ils veulent travailler avec l'une de ces organisations de producteurs, se rapprochent de chacune d'entre elles. Donc elles sont basées dans des bassins différents. Il y en a une ici sur le bassin orléanais, il y en a une autre qui est plus dans Lyon, dans le Grand Est maintenant. Une troisième structure qui est plus sur la partie sud de la France. Donc après, selon les types de production et autres, il faut se rapprocher de ces structures-là qui permettent de capitaliser sur des outils communs, parfois de conditionnement, comme on a ici sur Sandillon au niveau du concombre et d'autres produits de serre. Donc ça veut dire que le producteur, lui, on lui demande de produire, de se concentrer sur sa production, de réussir l'agronomique, on va dire. Ensuite, il adhère à une structure collective qui lui permet de conditionner et autres, catégorifier, on va dire, les produits qu'il amène. Et après, il a la structure de vente, qui fait partie intégrante de ces structures-là, donc les cultive, qui permet du coup d'appréhender le marché et de proposer les produits au plus grand nombre, au quotidien. Ce qu'on leur demande aujourd'hui aux producteurs, c'est quand même de répondre à certaines certifications que nous demandent aussi nos clients. Et notre rôle, il est aussi de faire l'interface entre les besoins clients à ce sujet-là, des certifications notamment, et ce qui est possible aussi de faire ou pas en production. Donc, on est aussi garant de ça pour pas tomber dans le plus offrant aussi de l'ensemble des certifications à n'en plus finir. L'idée, c'est aussi d'emmener tous les producteurs sur des niveaux de certification ou qualité qui soient cohérents. Donc, on est notamment dans un collectif qui s'appelle Demain la Terre, Mmh. par exemple, pour tout ce qui est certification de développement durable. Donc, ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est dès qu'on part sur des démarches, bah, on emmène sur un produit concerné, par exemple le concombre, l'intégralité de nos producteurs vers cette démarche. Donc, mais on les intègre, on les force pas non plus, donc on les accompagne petit à petit, que ce soit nous ou leurs organisations de producteurs, pour répondre au plus grand nombre des certifications, des référentiels dans lesquels nous sommes. Et donc c'est, un ensemble de producteurs locaux, mais au national. Comment est-ce que vous valorisez le local au sein d'une entreprise qui finalement est nationale? Il y a différents maillons pour ça. Enfin, déjà, on a gardé derrière la signature Cultive que l'on peut mettre sur pas mal d'emballages, une consonance régionale. C'est-à-dire que quand on est dans le Loiret, c'est, Cultive Val-de-Loire. Quand on est plutôt dans la partie, est de Paris, on l'avait appelé Val-de-Seine. Dès qu'on est dans la Provence, c'est Provence. Enfin, il y a les signatures régionales qu'on garde, en dehors de la signature, collective qui cultive, pour justement rappeler cette importance-là régionale. Et après, l'intérêt économique fait qu'il faut en effet aussi essayer de distribuer au plus près des zones de production. C'est aussi ce qu'on essaye de faire, et à la fois aussi que les équipes commerciales soient aussi proches des producteurs qui produisent en région. Donc on a aussi des responsables par produit qui essayent d'aller quand même régulièrement en production pour comprendre les problématiques et organiser au mieux les campagnes et pouvoir leur expliquer après ensuite aux clients. Parce que ce qu'on met en avant aussi, c'est qu'on n'est pas on est certes une entreprise avec une certaine taille aujourd'hui quand on atteint une cinquantaine de producteurs. Cela dit, ça reste tous des hommes et on a quand même une histoire à raconter derrière, et quand il y a une problématique ou des projets de développement, il faut savoir l'expliquer aux clients en disant que c'est bien monsieur untel dans telle structure qui a ce projet-là ou qui a ce problème ou qui a eu une intempérie à un moment. Mais c'est pas un numéro chez nous qui vient livrer, c'est bien il y a bien cette, transparence-là entre les hommes, quoi. Et quand vous parlez de problématiques, quel type de problématiques est-ce que vous rencontrez aujourd'hui? Est-ce que c'est climatique, économique? Comment est-ce que vous gérez un peu, ces problématiques au sein de votre réseau de producteurs? On peut avoir tout type de problématiques, on est d'accord. Les plus grosses qui nous sont arrivées ces dernières années, c'est souvent des problématiques, techniques, agronomiques liées à la météo, ou des fois on a la grêle, on peut avoir d'autres impacts, ou, de retrouver un résidu dans un produit, et voilà, on cherche à le tracer. Après ça, c'est à nos organisations de producteurs aussi de faire le job et d'accompagner techniquement les producteurs à ce niveau-là. Par contre, c'est quand même à nous d'expliquer après aux clients pourquoi on a pris la grêle, comme il y a en 2022 ici, sur le Loiret, ce qui avait mis à mal plus de 80 de la production en plein mois de juin. Donc, voilà, ça, c'est à nous de l'expliquer, d'expliquer que qu'est-ce qu'on met en place derrière pour essayer de répondre, de pallier à ça quand ça nous arrive.
Après sur des problématiques économiques, on est là pour les entendre aussi. C'est-à-dire que les coûts de revient, on les connaît aussi. On sait jusqu'où on peut se permettre de vendre un produit et à l'inverse auquel le prix en dessous lequel on n'ira pas vendre non plus Mmh. parce qu'il y a un moment, ça coûte plus cher à produire, donc il vaut mieux trouver d'autres solutions ou, faire on est sur des produits qui se stockent pas en plus pour une grosse majorité. Donc ou à un moment faire réagir aussi, l'ensemble de la profession en disant: «En dessous de ce seuil-là, on n'y va plus». On préfère, écarter des produits, donner ou malheureusement détruire ou jeter, ça peut arriver, pour, continuer à valoriser correctement la plus grosse, partie de notre production et de nos produits et structurer nos filières. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Hem, Est-ce que vous les accompagnez aussi, par exemple, sur, quand vous dites, voilà, il y a de la surproduction et cetera, est-ce que vous les accompagnez, sur ces problématiques-là de comment est-ce qu'on peut transformer le produit avec d'autres entreprises que vous avez dans votre réseau, des collaborateurs, des fournisseurs, ouais, est-ce que vous les accompagnez aussi à ce ouais. niveau-là pour valoriser tout l'ensemble de la production et pour éviter le plus de pertes possible? Tout à fait. Alors aujourd'hui, Cultive, c'est on est bien là pour vendre 100 de ce qu'eux produisent, hein. L'organisation de notre filière et notre structure, elle est bien faite comme ça. C'est-à-dire qu'eux produisent, c'est ce qu'on leur demande et après, ils nous demandent juste de pouvoir distribuer l'ensemble de ce qu'ils produisent, donc que ce soit de l'extra, de la catégorie 1 ou catégorie 2. C'est pour ça que je vous parlais d'industrie. On fait aussi, sur le concombre, presque 10 de nos ventes avec des industriels. On en fait aussi en betterave rouge, mais voilà, c'est des produits où oui, on va aller chercher des marchés, avec des industriels qui transforment, qui font du traiteur, qui font autre chose, soit des coproduits, soit des sous-produits. Après, quand il y a des mouvements de marché qui font que le marché du frais classique n'est pas capable de tout avaler, les industriels, ils sont aussi beaucoup sur de la planification, donc ils peuvent prendre un peu de débord, mais ils en prennent pas non plus à outrance. Mmh. Mais voilà, ça permet d'être aussi organisé par rapport à ça. Après, notre rôle, il est aussi de construire avec les producteurs des calendriers, des plannings de production, en se disant: «Le marché, il peut répondre à telle période sur telle volumétrie». Après, c'est la météo qui fait, ou la disponibilité ou la demande, Mmh. mais on essaye aussi de construire, à la fois chez Cultive et à la fois au national avec, l'interprofession ou les filières, des campagnes pour justement se permettre de répondre avec une production française au moment où le marché français est capable de les absorber aussi, quoi. Mmh. Et notre rôle quand on disait économique, on a l'exemple d'un producteur l'autre jour qui s'est exprimé clairement sur des stratégies, énergie qui lui ont coûté très cher l'année dernière. Mais il vaut mieux qu'on le sache parce que c'est plus facile aussi, nous, pour aller l'expliquer aux clients et lui dire: «Attention, on peut plus se permettre de dérapage parce qu'aujourd'hui, ils sont contraints d'aller chercher des nouveaux types d'énergie pour Mmh. chauffer une serre», par exemple et c'est des billets très coûteux à la fois à mettre en place, mais aussi des risques. On a un producteur qui, en début de saison de tomates cerises, ça lui a coûté 500 000 € quand même. Donc, le risque, il est pas couvert Mmh. en une année, enfin, il se rattrapera pas malheureusement sur une année, ce risque-là. Donc il faut bien l'intégrer pour, aussi savoir le réexpliquer aux clients derrière et comprendre pourquoi il y a des moments où on aurait l'impression qu'on veut toujours en demander plus en valorisation, mais parce qu'il y a un besoin concret derrière, exprimé par les producteurs. Et justement sur cette demande des consommateurs, est-ce que vous avez vu une évolution, des 5 dernières années sur, la consommation, en France des fruits et légumes? Il y a une évolution, alors il y en a une meilleure que l'autre. Il y en a une qui était, pendant le covid, très forte de demander du local et du français. On se rend compte que les attentes des consommateurs restent celles-là. Maintenant, leurs achats finalement sont plus véritablement toujours celui-là. C'est le portefeuille qui dicte quand même la manœuvre. Encore plus ces dernières semaines, je pense et on va le vivre là avec l'impact carburant et énergie. Donc ça, on sent qu'il y a un changement quand même et il y a même un fossé, j'ai envie de dire, entre ce que les consommateurs souhaitent et ce qu'ils font réellement, malheureusement. Donc ça, c'est à nous d'essayer de combler cela ou de répondre à cela. Après, la demande, c'est, la taille des foyers qui diminue, c'est ce qu'on constate dans toutes les études de marché. Mmh. Des jeunes qui ne savent plus cuisiner ou qui prennent pas le temps de cuisiner, donc il faut répondre aussi à ces projets-là, à ces réflexions-là. Donc, en concombre, par exemple, ça fait 5 ans qu'on a mis en place, des productions de mini concombres qui sont pour moi un concombre portion qui répond à la demande ou aux besoins d'un consommateur. Mmh. Ça reste encore une niche aujourd'hui, mais ça permet demain de se dire, c'est des choses qui marchent dans d'autres pays qu'on a vu aussi en Europe ou à travers le monde. Se dire comment on répond justement à ces besoins, clients, de se dire d'avoir un produit qui va pas dépérir dans le frigo. Alors on réfléchit en betterave rouge à se dire qu'un sachet de 500 grammes ou d'un kilo, c'est peut-être plus la norme et qu'il faut faire du sachet de 250 grammes. Tout ça, ça se construit, ça se réfléchit, ça se mûrit. Il y a des investissements parfois aussi à faire derrière, donc c'est du temps plus long que peut-être, mais dans tous les cas, c'est une tendance de fond de la consommation d'aller vers ça, ouais. Et après, oui, on a quand même l'ensemble de la chaîne de distribution qui joue le jeu sur des produits français. Donc on a cette chance-là quand même d'avoir des gens qui savent mettre en avant derrière ou qui cherchent à mettre en avant du produit français. On reste challengé sur les prix par rapport à d'autres origines, mais au moins, l'origine France, elle est quand même mise en avant. Et est-ce que les labels aussi, comme, vous disiez, Demain la terre et cetera, c'est des labels qui ont leur importance pour vous?
qui ont vraiment un impact sur la décision, du consommateur ou de l'acheteur, potentiel, que ce soit, la restauration, Mmh. hors foyer, et d'autres acteurs? Bah, s'il y a deux positions, alors oui, oui, vous allez dire que la distribution a un besoin de se rassurer ou de s'assurer que leurs produits sont bien produits comme elle le souhaite. Donc aujourd'hui, le fait d'être dans des démarches aussi comme Demain à la Terre ou la base aujourd'hui qui est Global Gap ou du HVE, parce qu'on a aussi des hautes valeurs environnementales une grosse partie de nos productions. Tout ça, oui, ça rassure quand même les clients. Le consommateur, je pense qu'il est toujours un peu perdu face au nombre de démarches qu'il peut y avoir, mais petit à petit, ça rentre quand même dans les mœurs d'aller chercher des produits plus sains ou produits, dans les meilleures manières possibles. Donc là-dessus, oui, il y a des demandes aussi sociétales et les clients, ça fait aussi des raccourcis en grande distribution, souvent avec leur cahier des charges. Donc ça leur permet, à eux comme à nous, de raccourcir le temps d'audit ou le nombre d'audits chez les producteurs. Et enfin, surtout aujourd'hui, ce qui nous le demande le plus, si même on parle du HVE d'ailleurs, c'est justement tout ce qui est restauration, enfin tout ce qui est plutôt marché public et Mmh. restauration. Donc, c'est plus les grossistes finalement qui nous le demandent, Avec plus que la grande distribution Egalim. encore. Parce qu'avec Egalim, ils ont des obligations à répondre à tout ça et encore plus d'ici quelques mois. Donc voilà, on est en train de tous, se battre un peu en filière par rapport à ça, parce que là, toutes les démarches, privées, on va dire, type de Malater ou autres, commencent à tomber, enfin on va dire que l'État ne s'est pas encore positionné clairement, même si, il veut dire en gros: «Je veux bien du bio et du HVE à partir de 2027, le reste c'est pas mon problème». C'est un peu comme ça qu'il réagit dernièrement. Oui, là, il faut qu'on joue, la carte collective tous autant que nous sommes pour aller défendre ça et on a besoin de tous les maillons de la filière pour aller exprimer, au ministère au moins que demain, il faut que toutes les démarches qui ont été mises en place depuis 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, si elles existent et si des producteurs y adhèrent, c'est qu'ils ne font pas pour Oui. se faire plaisir. Mmh. C'est que ça amène quand même du plus et ça va dans le bon sens. Donc, ce serait dommage d'aller tout balayer d'un revers de manche pour 2027 en disant désormais dans les appels d'offres et dans Egalim, on ne considère plus que le bio et le HVE qui sont des démarches, entre guillemets «étatiques» aussi et le reste, tout ce qui est démarches privées qui pourtant ont beaucoup de choses à dire, on les exclut du sujet, quoi. Parce que on va exclure vite fait des gros pourcentages de la production française chez nous, comme chez nos confrères, pour tous ceux qui sont dans ces démarches-là, ouais. Mmh. Et justement, quand vous parlez de Egalim, donc travailler sur le marché, restauration hors domicile, quel est l'avantage de passer justement par, des réseaux de distribution, pour pouvoir atteindre ces marchés? Bah, aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure, Cultive est un maillon de la chaîne pour vendre. Moi, j'estime que chacun a son métier et doit respecter ce qu'il sait bien faire. Donc c'est vrai que quand je dis producteur, sa grosse réussite, c'est de réussir à la fois son agronomique et son économique, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de facteurs qui jouent, qui sont économiques. Après, ils ont des stations collectives pour emballer ou conditionner les produits. Ils ont un bureau de vente qui est là pour vendre. Et nous, on a des transporteurs qui vont livrer nos clients. Et on livre pas toutes les cantines du secteur avec un colis par-ci, un colis par-là. C'est pas notre métier. Et on a finalement une gamme, là aujourd'hui, presque 60 000 tonnes de légumes, certes, mais avec une gamme relativement courte. Donc, c'est quand même bien d'avoir des maillons de grossistes, déjà pour répondre à ces appels d'offres au marché public, parce que c'est pas notre métier, on n'est pas formé pour ça. Et qui puissent s'appuyer sur des gens comme nous, qui sont aussi adossés à des démarches type Demain la Terre ou autres, pour aller répondre à ces engagements Egalim, mais surtout aller faire les derniers kilomètres, parce que c'est pas notre métier pour aller livrer tous ces gens-là. Donc, on a de plus en plus, pour le coup, de contrats tripartites. On a signé encore là, au salon de l'agriculture, pas mal de contrats avec des enseignes de restauration. Oui, bien sûr que pour moi, c'est un peu l'avenir aussi d'aller vers ça pour rassurer, à tous les niveaux, à la fois les grossistes avec lesquels on travaille, qui vont faire ce travail logistique derrière et à la fois ces gens-là qui, en restauration, sont éloignés des fois de nos métiers. Donc il faut que tous les gens puissent se parler et comprennent ce que chacun fait pour justement rassurer, demain, les consommateurs et qu'ils puissent aussi surtout répondre à 100 à la loi Egalim d'une part, mais à ce que leur impose leur contrat ou la demande, quoi. Voilà, chacun a son rôle à jouer là-dedans et il y a personne à écarter parce que, Chacun a son expertise. vu ce qu'on est en train de vivre là, on sait que le coût de la logistique, il va malheureusement pas baisser, donc il faut bien que tout ça puisse être défendu par les gens dont c'est le métier, quoi. Et si vous deviez, avoir un idéal de la consommation de demain sur le local, qu'est-ce que vous diriez? Alors le local m'interpelle toujours, je ne vais pas dire me fait rire, mais m'interpelle toujours parce que dans le local, vous allez prendre, chaque client, je ne parle pas du consommateur, mais je parle déjà chaque maillon de la chaîne dans nos métiers fruits et légumes, chacun a une définition différente déjà du local. Moi, je pense que le local en premier, si déjà on défend bien tous l'étiquette, bleu, blanc, rouge, Mmh. ce sera déjà un superbe effort. C'est que et je me bats là-dessus en disant: «Expliquons bien à tous les consommateurs et à tous les maillons de la chaîne ce qu'on fait bien en France», pour déjà se démarquer par rapport à ce qui se fait en production d'import
sur les périodes où on est en production, parce que je parle pas d'aller produire du concombre l'hiver ou voilà, je parle bien sur les moments où nous sommes en production française et déjà on aura fait un gros pas vers le local avant de dire d'aller nourrir absolument la personne qui est devant notre porte. Oui, ça vu le coût de l'énergie en ce moment, ça a encore plus d'impact, je suis d'accord avec vous. Maintenant, nous, dès qu'on bosse en grande distribution, on se rend compte qu'on travaille avec des échelons ou régionaux ou nationaux et c'est pas que nous qui choisissons où va être distribué, in fine le produit. Donc ça, c'est parfois un frein, mais c'est comme ça. Et après, quand on bosse avec des grossistes en région et en local, oui, bien sûr que là, c'est notre force d'aller promouvoir, ces maillons-là, d'aller promouvoir pas les épiceries de quartier, mais les petits primeurs aussi. Voilà, il faut arriver à toucher le plus grand nombre quand même pour faire parler du produit qu'on produit en région et défendre une économie, pour le coup, la plus locale. Parce que sinon, au milieu, on fait vivre des transporteurs, des gens, mais il y a un moment, le but, c'est quand même, on en parle moins, je trouve, ces derniers temps, mais l'impact carbone est quand même important. Donc il faut aussi, se dire que, bah, plus on va distribuer nos produits, à notre porte, plus ça aura de sens. Après, ici, sur Orléans, on pèse, 20 du marché du concombre à peu près. Bah, c'est sûr qu'on ne peut pas tout distribuer que sur la région centre, quoi. Donc il faut aller viser, on a la chance d'être à 1 heure de Paris, donc il faut aller viser un peu plus large et pas se fermer les portes. Mais l'idée, c'est déjà d'éduquer demain le consommateur à se rendre compte de tout ce qu'on fait bien en France et quand il achète, de bien retourner le produit ou la boîte ou le truc pour vérifier que c'est bien D'où ça vient. écrit français, quoi. Mmh. Jusque sur une boîte de conserve parce que malheureusement, j'ai beaucoup d'exemples où c'est pas suffisamment et clairement indiqué, quoi. Donc c'est là-dessus que sera notre force parce que malheureusement dans le monde agricole, on communique trop peu, je ne vais pas dire trop mal, mais trop peu dans tous les cas sur ce qu'on fait bien et du coup, c'est aujourd'hui notre plus grand mal, il est là. Donc il faut vraiment qu'on arrive à communiquer demain de plus en plus et encore plus vis-à-vis du consommateur final pour lui exprimer ce qu'on fait bien en production française et lui expliquer ce qu'on fait et lui expliquer que si demain il consomme français, ça défendra toute l'économie, française aussi. Heu, Dans le local, il passe aussi la main-d'œuvre de nos producteurs aussi. On est très vigilant à ça, notamment via des Demain la Terre qui va aussi sur des aspects, sociaux et sociétaux. C'est-à-dire que nos consommateurs locaux sont aussi, indirectement nos collègues, et les propres salariés des outils de production de nos producteurs. Donc il faut, que tout ce maillage-là, il soit bien soudé et que chacun comprenne et d'abord en interne ce qu'on fait et pourquoi on le fait avant d'aller chercher à expliquer à d'autres ce qu'on fait parce que nos premiers ambassadeurs, finalement, ça va être, nos producteurs, les salariés de nos producteurs, nos propres salariés chez Cultive et après nos clients. Mais il faut déjà qu'à notre niveau, on sache bien expliquer ce qu'on fait pour que justement ça puisse, diffuser et se diluer après au plus grand nombre, quoi. Et il y a aussi, dans cette idée d'éduquer le consommateur, une question de saisonnalité parce que forcément en France, on peut pas produire, ou c'est plus difficile de produire un concombre, par exemple, au mois de décembre, enfin, c'est presque impossible. Est-ce qu'il y a aussi cette question-là qui est, importante pour vous du respect de la saisonnalité et de montrer aussi aux clients et aux consommateurs que, en France, en fait, voilà, il y a une importance sur la saisonnalité, sur la production? Nous, on est assez attachés à ça, oui, donc on fait partie de ceux qui, pour l'instant, produisent du concombre du mois de février-mars jusqu'au mois de septembre-octobre. On essaye de respecter les calendriers. Alors il y a toujours des gens pour dire que ce février-mars, c'est trop tôt et que septembre-octobre, c'est peut-être trop tard. Malheureusement, si on veut être, en pleine production au moment où ça se consomme, donc au printemps et sur le début de l'été, bah, il y a un début, il y a une fin, quoi, donc il faut quand même être là à un certain moment. Après c'est l'énergie qui fera un peu la bascule des fois des calendriers aussi, hein. On prenait l'exemple là tout à l'heure Mmh. rapidement du producteur de tomates cerises qui a une mauvaise facture d'énergie l'an dernier, qui lui a fait mal. Cette année, il a décalé un peu ses dates de production pour justement aussi éviter d'avoir de nouveau ces sujets-là. Donc c'est à la fois, répondre aux consommateurs et les éduquer ou leur expliquer quand est-ce qu'est le calendrier de production optimal et à la fois, que l'on soit pas, bah, qu'on soit déjà en phase avec ce qu'on promet quand on fait du demain la terre ou autre chose. Parce que pour moi, il y a un moment, il peut y avoir des incohérences de dire qu'on se mette à produire l'hiver avec de la lumière, avec d'autres modes de chauffage et donc tout ça, ça va encore une fois sur tous les maillons, quoi. De la production jusqu'au consommateur d'expliquer, enfin d'expliquer les calendriers de production et on a aussi des clients et notamment en restauration collective aujourd'hui, qui nous disent: «Bah, désormais on mettra», si je prends l'exemple du concombre français, le concombre français du mois d'avril dans nos cantines jusqu'au mois de septembre. Après, on n'en met plus, alors que le concombre, j'ai la chance ici d'avoir 3 gros produits qui sont concombre, betterave rouge, carotte. Je dis aux producteurs: «On n'a pas d'inquiétude, c'est consommé tous les jours 12 mois sur 12 à la cantine, donc il y a pas d'inquiétude à avoir par rapport aux besoins sur le produit». Mais c'est vrai que c'est bien de rappeler, les saisons et d'avoir aussi des clients qui savent, aussi fermer les calendriers avant ou après pour dire: «Bah, la production française, c'est tel mois, donc avant on n'en achètera pas, après on n'en achètera pas».
Ça peut être vrai dans un restaurant, c'est plus difficile à mener en grande distribution parce que souvent les Il y a la distributeurs nous demande. disent: «Bah oui, on doit répondre à une demande qui est là 12 mois sur 12, qui veut tout, tous les prix, toutes les origines, toutes les» enfin et oui, ça on a moyen de le comprendre, mais c'est vrai qu'il faut qu'on rééduque et qu'on éduque tout le monde sur, comment sont cultivés nos légumes, à quelle période ils poussent, quelle est la saison optimale et voilà Mmh. donc Est-ce que vous avez réussi, malgré tout à étendre un peu ces calendriers de saisonnalité, via, j'imagine des serres, des choses comme ça, des mises en place, que vous avez pu voir avec vos producteurs pour, justement répondre à cette demande qui est parfois un peu plus, qui se fait un peu plus tôt pour, éviter, qu'il y ait de la consommation qui vienne, d'import? bah, sur des produits comme le concombre, qui est un de nos gros produits, il y a toujours de l'import qui se fait, on va dire pareil de octobre à janvier de la février de l'année suivante, hein. On pourra pas aller contre tout ça non plus. Après oui, on essaye d'être présent le plus tôt ou le plus tard possible, mais encore une fois en respectant malgré tout un peu les saisons et après il y a 2 sujets en fait derrière ça. C'est à la fois l'économique pour le producteur parce que si ça lui coûte trop cher Mmh. par rapport à ce qu'il peut revendre son produit et qu'il s'y retrouve pas, ça sert à rien de produire à des mois où ce sera pas accessible. Et à l'inverse, il a du personnel de plus en plus. La main-d'œuvre est une problématique aussi partout et encore plus en maraîchage. Donc oui, même s'ils ont des beaux outils sous serre et que c'est des Formule 1 et que ça va vite, bah, il y a de la main-d'œuvre à mettre en dessous comme partout. Et la main-d'œuvre, s'ils veulent la fidéliser d'une année sur l'autre, bah, ils allongent parfois aussi un peu les calendriers volontairement pour se dire: «Bah, au moins j'ai du personnel occupé, 11 mois ou 12 mois sur 12, dans la mesure du possible». Donc c'est aussi tout ça qu'il faut prendre en compte. Il y a à la fois le besoin conso et à la fois le besoin technique de mettre, ou du monde sous la serre ou, après la serre, c'est juste de maîtriser aussi un climat, hein. C'est pas le but d'être vraiment complètement en décalage par rapport à des calendriers. C'est de maîtriser à la fois un climat, on va dire un mode de production qui permet, bah, d'éviter des traitements parce que le but premier il est là, c'est surtout de se dire: «Demain on traite plus». On a des producteurs qui traitent pour ainsi dire plus ou pas du tout et qui viennent mettre, de la production biologique intégrée, donc c'est la bonne bête qui vient manger la mauvaise, on va dire, voilà. Mais voilà, qui cherchent à ne plus avoir une maladie, d'une manière ou d'une autre dans les serres, à la fois, pour eux, à la fois pour leur personnel, à la fois pour le bien-être des plantes et à la fois aussi pour le consommateur final qui consommera le produit, quoi. Donc, la serre permet aussi ça. Elle n'est pas là que pour compenser un climat changeant ou un calendrier de consommation qui viendra changer, quoi. Le seul, aujourd'hui, facteur limitant pour nous en serre, c'est la lumière. Donc, les Mmh. mois où on n'a pas de lumière, on n'a pas de producteur à date qui éclaire de la production sous serre. Il y en a dans d'autres bassins, mais pas chez nous. Voilà, c'est encore un facteur limitant. Donc ils peuvent régler le chauffage pour avoir, pour optimiser quand même leur production, mais s'il y a pas la lumière, on est très tributaire de ce facteur-là dans tous les cas, même si on est sous serre. Et justement, comment est-ce que vous voyez un peu la technologie, par rapport à ces modes de production? Est-ce que, vous avez, vous voyez ça de manière très positive? Ou est-ce que vous êtes plus dans, justement travailler plus avec la biodiversité? Ah bah, la biodiversité, comme je parlais de PBI, les producteurs, ça fait bien 10-15 ans facile qu'ils sont sur ces sujets-là Mmh. et bien avant même. Aujourd'hui, ça leur coûte au moins 10 fois plus que s'ils mettaient des produits phyto. Donc ils le font pas que par gaieté de cœur et encore moins en regardant leur portefeuille, mais ils le font, comme je disais juste avant, pour répondre à la fois à leur personnel, à un besoin sociétal, à une croyance aussi de se dire: «Bah oui, j'ai envie de produire plus sain pour moi, pour mes enfants, pour mes consommateurs et autres». Donc oui, ils le font aussi pour tout ça. Après aujourd'hui, ils s'aident de plus en plus, ils ont beaucoup notamment sous serre, ils ont beaucoup d'informatique et de plus en plus l'IA qui arrive pour interpréter certaines choses aussi, qui vient les aider à produire un peu différemment ou autrement. Après, ça ne remplace pas l'œil humain. On voit que dans les serres, c'est encore la formation des hommes qui sont au quotidien dans la serre pour tailler la plante, pour cueillir, pour récolter, qui est là pour voir s'il y a une maladie dans un coin, s'il y a une bestiole qui apparaît. Et ça, pour le moment, ils n'ont pas trouvé véritablement de machine qui va remplacer l'œil humain. Il y aura certainement des machines demain pour récolter certaines des cultures plus que d'autres, Oui, pour aider à la pour production, mais prévoir qui de la sera pas quantité à venir ou indispensable. autre chose, Mmh. mais qui remplacera pas demain, l'humain encore, sous serre. Ah, par contre, la serre, elle s'est révolutionnée en 20 ans de temps notamment. Donc oui, aujourd'hui, elles sont plus hautes, elles sont, en niveau ergonomie pour le personnel qui travaille dedans, c'est quand même bien mieux que ce qu'il y avait, avant. Il y a plus de personnes, ou peu de personnes qui seraient à 4 pattes en train de ramasser des productions ou tailler une plante. Donc oui, tu es à hauteur et fait pour que ce soit plutôt travaillé à hauteur au quotidien. Voilà, ça permet aussi, après si on parle de plein champ, c'est pareil, il y a du matériel des technologies qui évoluent. Bah, oui, c'est pour permettre, bah, aussi moins de phyto dans les champs, donc d'autres travail du sol et d'autres techniques agronomiques, quoi.
et qu'au niveau du quotidien, ce soit aussi plus confortable pour le personnel qui est à travailler, qu'on soit en biologique en plus ou en conventionnel là, parce qu'on a les 2 modes de production après, donc on connaît bien, les différences. Après, j'avais une question, mais vous avez un peu répondu sur, les orientations qui pourraient, selon vous, accélérer durablement la filière des fruits et légumes. C'est plus sur la consommation, sur éduquer et cetera, donc peut-être pas besoin de Vis-à-vis de la enfin vis-à-vis des producteurs, oui, ça va être, pour moi, c'est dans l'éducation, enfin, dans l'éducation du consommateur ou dans l'information qu'on veut lui donner et du coup dans la communication aussi qu'on met en place pour qu'il puisse avoir cette information-là. Et après le reste, c'est encore lié au climat, donc là, ça va être plus de l'amont et de l'agronomique ou de la technique pour les producteurs, mais c'est le climat qui est en train de nous faire changer des choses. Demain, on s'interdit pas d'étudier, à faire, de l'avocat ou à faire d'autres cultures. Je dis avocat parce qu'il y a un centre technique ici à Orléans qui va bientôt travailler dessus aussi. Mais voilà, c'est demain d'autres cultures qui répondraient à un climat et à un besoin aussi, d'adaptation. bien sûr, une adaptation au climat, ouais. Donc oui, il faut pas se on réfléchit, enfin les producteurs réfléchissent beaucoup à ça, ouais. À la fois adapter leur culture à un mode de consommation, comme on l'a dit, qui évolue, donc trouver des grammages qui répondent à une demande, mais à la fois trouver des cultures ou des espèces de produits à faire demain qui répondraient mieux aux difficultés climatiques ou aux changements climatiques qui arrivent, quoi. Et justement, dans ce podcast, on parle de consommation et donc on conclut souvent sur, et si vous, vous deviez définir la consommation de demain, qu'est-ce que vous diriez? Malheureusement, les consommateurs, enfin, ou les jeunes consommateurs consomment, encore, bien différemment de ce qu'on a pu connaître. Donc oui, il faudra ça va se trouver des produits, qui se consomment, enfin la praticité en fait du mode ou de consommation ou de préparation, pour répondre à ça. Ou à l'inverse, trouver des produits qui iront dans des process industriels, dans lesquels on est moins aujourd'hui ou pas suffisamment peut-être, qui seront peut-être des plats cuisinés ou autre chose. On voit que, hein, quand on voit toutes les livraisons à domicile de plats préparés ou autres qui s'opèrent et qui continuent d'opérer, depuis le covid, c'est quand même plus que surprenant, parce que c'est un budget aussi. Donc il faut s'adapter à tous ces modes de consommation-là. Donc oui, on travaille de plus en plus avec, une typologie de clients qui est plutôt, alors c'est pas que des licornes non plus, il y en a eu beaucoup ces dernières années, mais on essaye aussi d'aller vers ça, même si ça représente un pourcentage infime de la distribution. Ce sont aussi des nouveaux modes de consommation qui s'installent, auxquels il faut qu'on puisse répondre. Donc, soit on adapte nos modes de production ou nos produits qu'on a à proposer pour les clients, soit on trouve aussi des typologies de clients enfin de process de vente ou de circuits de distribution nouveaux vis-à-vis de nouveaux modes de distribution pour les consommateurs et à nous d'aller, répondre à tout ça pour justement toucher demain les jeunes générations. Je dis pas que les plus anciennes ne consommeront plus, Mmh. elles consomment toujours, des quantités différentes parfois, mais voilà, il faut qu'on s'adapte à cette jeunesse, qui arrive. Et rendre, vraiment désirable le fruit et légumes, beaucoup plus, La difficulté, c'est de rendre, accessible, enfin de rendre désirable et accessible. mmh, Et quand on voit l'impact, notamment énergie ou autre en ce moment, on se demande en effet comment on va pouvoir encore, challenger ou continuer à avoir durablement des produits qui restent, à une époque, on aurait dit à moins d'1 €, maintenant on dira à moins de 2 €, peut-être que d'ici peu on dira à moins de 3 €, je sais pas, mais qui restent, dans des univers prix, accessibles aussi pour le consommateur, quoi. À la fois côté pratique, mais à la fois côté économique. Parce que nous, on se bat, en interne avec les filières sur un exemple tout bête, le concombre, on le vend à la pièce, donc c'est un produit qu'on trouve facilement à des prix faciales en magasin intéressants. À l'inverse, on vend du poivron et de l'aubergine où si je vous demande un prix, vous allez me dire: «C'est entre 4, 5, 6 € le kilo». On est en train de réfléchir aussi en filière, donc avec les interprofessions et autres, savoir ou Interfel, des gens comme ça, savoir comment demain on peut faire évoluer tout ça pour que ces produits-là soient vendus à la pièce, quoi. ah oui, OK. Parce que typiquement, moi j'ai des enfants, ils consomment des tacos, ils consomment des trucs comme ça et ben, le poivron qui est affiché à 5 ou 6 € le kilo dans le rayon, Oui. ils vont pas l'acheter, quoi. Mmh. Et demain, vous mettez une pièce de poivron à 99 centimes, Oui. et bah, oui, ils vont l'acheter. Alors vous allez me dire aujourd'hui, les distributeurs se disent: «Bah oui, mais on a un filet premier prix en aubergine, on a un filet premier prix en poivron». Je dis: «Oui, mais si le consommateur achète un filet et qu'il Et tu peux pas consomme le qu'une pièce consommer? sur les Ouais. 3 ou sur les Mmh. 4 qu'il y a dedans et qu'il jette le reste, Mmh mh. je pense pas, et encore plus la nouvelle génération qui rachèteront demain le même produit». Mmh mh. Parce qu'acheter pour jeter, ça marchera pas longtemps, quoi. Donc il faut, que nous, on s'adapte à ça et qu'on arrive aussi avec qu'on emmène nos distributeurs ou la distribution à dire: «Demain, on est prêt à travailler sur des prix pièces qui soient aussi plus cohérents et qui permettent aussi de donner l'envie ou de susciter l'envie à ces nouvelles générations-là qui connaissent peut-être moins, ou qui auront envie d'en acheter parce qu'elles ont la Mmh. recette pour le coup en tête, mais quand elles voient le prix à cinq Oui, six c'est euros le ça. kilo et qu'elles Mmh. connaissent pas le poids moyen Mmh. d'une pièce, de se dire: «Bah non, à ce Mmh. prix-là, j'y vais pas, quoi». Mmh mh. Donc
Oui, ça C'est ça crée un frein direct alors que notre travail en en changeant termes juste voilà, la manière d'afficher les prix, ça c'est ça. pourrait, Ah beh, amener à une démarche différente. c'est ce qui fait qu'en concombre ça fonctionne et Ouais. qu'à l'inverse, on parle au prix kilo si on parle, on parle avec des restaurateurs ou de la restauration collective ou autre, mais en concombre, en distribution ou pour le commun des mortels, c'est un prix à la pièce, ouais, donc ça devrait pouvoir marcher avec de l'aubergine ou des poivrons ou d'autres produits de notre gamme aussi demain, quoi, donc dans les nouveaux modes de distribution, on a des clients qui demandent une carotte à la pièce, par exemple. Là, on se dit, mince, dans quel monde on vit? Mais c'est comme ça, c'est un monde qui bouge. On a des clients aussi qui ont développé le drive, je ne l'ai pas cité, mais le drive s'est quand même beaucoup développé ces dernières années quand même. Et en fruits et légumes, il était peut-être en retard à un moment, mais il se développe de plus en plus, ces dernières années. Et justement, on voit aussi des gens qui nous disent: «Bah, du coup, je voudrais tel produit à la pièce, jusqu'à la carotte à la pièce», hein. Tendre vers ça. Voilà, Très bien. Merci beaucoup Alexandre. de rien.